En 2023, beaucoup d'entre vous étaient déjà là, j'avais choisi une présentation un petit peu originale. Je m'étais glissé dans la peau des philosophes, donc j'étais devenu successivement Platon, Spinoza et Freud. Et puis en 2024, je me suis dit, mais c'est quand même un peu mégalo ça. On va arrêter le cirque. Et puis, mal m'en a pris parce que vous êtes nombreux à être venus me voir en disant, mais pourquoi est-ce que vous avez renoncé à cette présentation théâtrale qui était sympathique, voilà. Donc sous la pression d'un certain nombre d'entre vous, j'ai décidé cette année de revenir à la formule de 2023. Donc je vais m'identifier cette année, comme je l'avais fait il y a 2 ans, je vais m'identifier successivement aux 3 philosophes qui seront au centre de nos réflexions. Donc Rousseau ce soir, dans 15 jours Hegel et sa philosophie de l'histoire, et dans 3 semaines Jean-Paul Sartre. Il n'y aura pas d'agora, bien entendu, le 14 juillet, vous vous en doutez aisément. Donc, je remercie bien sûr aussi ma comparse Valérie, fidèle au poste, comme chaque année. Et donc, nous allons donc jouer ce jeu de l'interview. Elle va interroger Rousseau. Donc, à partir de cette seconde, je deviens Jean-Jacques Rousseau, je redeviendrai Philippe Bernard Hulot à la fin de nos échanges, quand on démarrera le débat, quand vous poserez les questions. Ce serait inconvénient de questionner directement Jean-Jacques Rousseau et de faire croire qu'il vous répond. Donc je prendrai la place de Rousseau dans le débat qui suivra nos échanges avec Valérie. Donc Valérie, on peut démarrer, c'est à toi. Alors je vais démarrer d'abord en vous disant que je suis très heureuse de vous revoir cette année et que M. Granarolo, donc mon coach, m'a demandé de l'accompagner encore une fois. Voilà, j'en suis la plus heureuse, à bien des égards. Donc ce soir, pour cette première Agora de l'été 2025, je vais vous présenter ce personnage qui peut sembler, qui peut être parfois déstabilisant, mais ça on va le voir tout au long de ce déroulé. Donc né en 1712, il décédera en 1778. Son papa est horloger, sa maman est fille d'horloger. On peut se poser peut-être déjà la première question, est-ce que Rousseau était un homme de son temps? Elle était facile, je vous l'accorde. Enfin, je tiens à préciser que concernant nos échanges avec notre personnage de ce soir, grand philosophe, il y a certes de la connivence, de la complicité, mais pas de code entre nous, pas de code Rousseau. Elle était aussi facile. Et voilà, donc je vais enchaîner de suite sur la première question. Mon cher Jean-Jacques, si vous voulez bien. Il est temps que tu arrêtes les jeux de mots. Il est temps. Le soleil, le vent, c'est peut-être beaucoup trop pour moi. Alors, toutes celles et ceux qui ont pris place dans ces gradins connaissent le rapport particulier de Philippe Granarolo, l'organisateur des Agoras de l'été depuis beaucoup de saisons, avec Frédéric Nietzsche. Mais vous m'avez révélé, mon cher Jean-Jacques, si je peux me permettre, hein, bien évidemment. Je vous en prie. Merci beaucoup. Que Philippe Granarolo a également un rapport très particulier avec vous. Pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste ce rapport exactement? Très très volontiers, ma chère Valérie. J'ai cru comprendre, effectivement, pour avoir discuté avec lui en préparant cette soirée, j'ai cru comprendre quelle était la proximité de l'organisateur de ces soirées, de Philippe Granarolo, avec Nietzsche. C'était une proximité philosophique, il a travaillé beaucoup sur ce philosophe. La proximité qu'il a avec moi, elle est réelle, mais elle est différente. C'est une proximité biographique, c'est une proximité existentielle, et je voudrais, à sa place, vous en dire quelques mots. Il aura peut-être trop de pudeur pour le faire lui-même. Le créateur des Agoras d'été qui nous rassemble ce soir, il a vécu tous les étés de son enfance et de son adolescence, au voisinage des Charmettes, aux portes de Chambéry, la fameuse maison dans laquelle Rousseau a vécu sans doute les plus belles années de son existence. Sa grand-mère maternelle avait un chalet à quelques centaines de mètres au-dessus de la maison de Jean-Jacques, chemin de Jean-Jacques Rousseau, 742, pour vous donner le numéro de la maison. Donc c'était une maison qui était, cette maison des Charmettes évidemment, est chère au cœur de Philippe Granarolo, et la maison des Charmettes est évidemment infiniment chère à mon cœur. Je le disais tout à l'heure, c'est là que j'ai vécu pendant 6 ans, un grand bonheur, peut-être la seule période heureuse de ma vie, auprès de Madame de Varins, que j'appelais maman. Il est vrai que mes rapports avec elle ont cessé d'être exclusivement maternels au bout de quelques années, mais je ne rentrerai pas dans des détails
qui relèverait d'un autre style. Donc cette maison Rousseau, elle est devenue le musée Jean-Jacques Rousseau des Charmettes, qui reçoit des visiteurs du monde entier. Beaucoup d'Anglais, les Anglais sont très amoureux de Jean-Jacques Rousseau. Donc c'est une maison que j'ai visitée évidemment, et pendant toute mon enfance, j'ai parcouru. Rousseau a parcouru les sentiers, il a contemplé les paysages des Charmettes. Donc ces paysages avaient peu changé finalement entre le XVIIIe et le XXe siècle. Donc j'ai toujours pensé qu'il existait, je ne suis pas le seul. Beaucoup de philosophes, beaucoup d'écrivains ont énoncé des réflexions à ce sujet, qu'il y a ce qu'on appelle un esprit du lieu. Un esprit du lieu, il y a un esprit des Charmettes qui m'a baigné pendant ces 6 années, quand je me promenais dans les vallons, dans les prairies, dans les bois qui entourent cette belle propriété des Charmettes. Et 2 siècles plus tard, eh bien, il se trouve que Philippe Granarolo a lui aussi été imprégné de cet esprit du lieu. Donc peut-être que nous avons reçu les mêmes influences à travers le temps. Il n'est pas devenu rousseauiste pour autant, il est devenu nietzschéen comme chacun sait, mais il y a cet esprit du lieu qui nous a marqués tous les deux, et je pense que c'est une bonne façon d'entrer en matière et de montrer qu'il a peut-être, on le verra tout à l'heure dans le débat, quand il prendra la parole, il a peut-être quelques raisons de penser qu'il est légitime pour parler de ma philosophie. Voilà, ma chère Valérie, pour démarrer nos échanges. Eh bien, merci déjà pour votre réponse qui nous permet un petit peu de situer un peu plus ce que vous étiez, là où vous avez vécu, et on va dire ce parallèle avec Monsieur Granarolo. Il est vrai que avec Frédéric Nietzsche, mon cher Jean-Jacques, vous êtes le philosophe le plus caricaturé de tous les temps. Je propose donc à notre public de suivre la méthode que celle adoptée l'an dernier pour le coaching de Nietzsche. Commencez d'abord par dénoncer toutes les caricatures dont vous avez été l'objet, mais à l'inverse, ce que nous avons conduit avec Nietzsche, ces dénonciations ne seront pas un simple préalable. Nous les utiliserons pour éclairer la façon dont vous pourriez nous guider aujourd'hui, demain et peut-être aussi après-demain. Alors vous avez tout à fait raison, ma chère Valérie. D'une part, c'est par ces dénonciations qu'il faut commencer. Pas question de comprendre la pensée de Rousseau si on ne détruit pas, les unes après les autres, toutes les images caricaturales qui se sont accumulées sur la philosophie de Rousseau. Ma pensée a été déformée, profondément déformée, de mon vivant, et elle n'a cessé de l'être depuis ma disparition. Alors je vous demande, en préambule à nos échanges, d'éliminer de ce coaching, chère Valérie, l'ensemble de ma philosophie politique. Certains d'entre vous le regretteront peut-être. Je m'explique. Je ne peux pas aborder ma philosophie politique et toutes les autres dimensions de ma philosophie. Donc si les agoras se poursuivent dans les années suivantes, il y aura peut-être dans les années qui viennent une soirée consacrée au Rousseau politique. En tout cas, moi j'y suis prêt. Mais ce soir, il ne sera pas question de la philosophie politique de Rousseau, et j'en suis désolé pour ceux qui attendent peut-être un développement sur ce plan-là. Il sera question de toutes les autres dimensions de ma philosophie, mon rapport avec la nature, avec la sensibilité, ma réflexion sur les débuts de la vie sociale, etc., etc. Voilà, chère Valérie, ce que je vous propose pour conduire notre débat. Très bien. Donc peut-être rendez-vous dans un an ? Dans un an, 2 ans, 3 ans. Hein. Les philosophes ont l'éternité devant eux. Les philosophes, oui, mais nous, à nous, peut-être un peu moins, mais on verra. Donc, mon cher Jean-Jacques, avant de vous poser la question suivante, je souhaite informer notre cher public, et notamment ceux qui, parmi vous, si vous vous en souvenez, étaient là donc en 2023. Et la vidéo l'atteste, hein, vous pouvez la retrouver sur le site sur YouTube, le site de M. Granarolo. Un soir d'été 2023, donc je suis tombée à terre, et je dois le dire, là pour le coup, ce n'était pas la faute à Voltaire. Mais en revanche, si j'ai mis le nez dans la philo, c'est bien grâce à M. Granarolo. Donc, pour en revenir à M. François-Marie Arouet... C'est pas préparé, hein, je ne savais pas qu'elle allait dire ça. Dit Voltaire, qui fut à l'origine, il me semble, hein, de la première caricature dont vous avez été la victime, concerne l'homme naturel à l'état de nature. Ainsi, selon Voltaire, vous nous encouragez à retourner vivre dans la forêt avec les ours. Formule qui se trouve dans la note I de votre essai sur l'origine et les fondements de
l'inégalité parmi les hommes. Vous pourriez nous éclairer là-dessus? Victime, est-ce justifié? Ne laisse pas? Alors on va parcourir, puisque vous le souhaitez, et vous avez raison, les sources principales de ces contresens qui se sont accumulés, en particulier à propos de ce que j'ai appelé, après d'autres, c'est pas du tout mon invention, cette expression, l'état de nature, un état qui aurait précédé l'état de société. Pourquoi y a-t-il eu tant de contresens sur cet état de nature? Il y a plusieurs raisons. La première source de ces contresens, c'est la dimension que j'appellerais généalogique de ma pensée ou historique de ma pensée. J'étudie un monde en évolution, j'étudie un être humain en évolution. Nous reviendrons sur cette idée qui est fondamentale dans ma philosophie. Et voilà ce que j'écris dans une lettre qui fait partie des lettres écrites de la montagne vers la fin de ma vie. Dans un livre de raisonnement, combien de sens divers ne peut avoir la même proposition selon la manière dont l'auteur l'emploie et dont il l'a fait envisager? Il n'y en a peut-être pas une de celles qu'on m'impute à laquelle, au lieu où je l'ai mise, la page qui précède ou celle qui suit ne servent de réponse et que je n'ai prise en un sens différent de celui que lui donnent mes accusateurs. Voilà, je crois que la formule est parfaitement claire. On extrait une proposition de mes écrits, en particulier mon écrit sur l'inégalité, qui est celui qui a dénoncé le plus violemment Voltaire. On y reviendra. On extrait de son contexte une phrase, sans dire si cette phrase appartient au paragraphe où je décris l'état de nature, ou l'état de société, ou tel état humain. Et évidemment, sorti de son contexte, on peut faire dire n'importe quoi à cette phrase, et on ne s'en est pas privé, on a fait dire n'importe quoi à la plupart des phrases qu'on a extraites de leur contexte. La seconde source des contresens, c'est l'imprécision du vocabulaire, et là j'en suis responsable. Le vocabulaire de ce qu'on appelle le second discours, parce que le titre « Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes », c'est un peu longué comme titre, hein. M. Granarolo me confiait qu'il disait à ses étudiants « Utilisez ce titre en sa totalité, vous remplirez déjà 2 lignes de dissertation. » C'est ça de gagner. Comme l'a répété l'un de mes meilleurs commentateurs, qui est Jean Starobinski, c'est certainement l'un des meilleurs commentateurs de mon œuvre, je ne distingue pas 2 états en réalité. C'est ça la source des contresens. Je ne distingue pas 2 états, l'état de nature qui serait suivi de l'état de société. Pas du tout. Je distingue 3 états. Et si on lit bien mon second discours, on s'apercevra qu'il en est bien ainsi. 3 états. Le premier état, c'est bien l'état de nature. C'est un état antisocial, primitif, imaginaire. Je n'ai jamais dit que cet état avait existé. J'ai dit qu'il était nécessaire de l'envisager pour comprendre l'état de société, puisqu'on a toujours été dans l'état de société aussi longtemps qu'on remonte dans le passé des hommes. Donc le premier, c'est cet état de nature. Un état sauvage qui n'a rien d'enviable, on le verra, on y reviendra. Le second, je l'ai appelé, mais j'ai peut-être pas répété ces expressions, j'aurais dû le faire. Le second état, je l'appelle second état de nature. Je l'ai également appelé état de société commencée. Expression très importante. État de société commencée. De quoi s'agit-il? Il s'agit des temps historiques qui, ceux-là, ont probablement et même très certainement existé. Les paléontologues, les ethnologues nous en parlent. Ce second état de nature, c'est l'état dans lequel les hommes bénéficiaient déjà d'une vie sociale organisée, donc ils bénéficiaient de l'aide, de la solidarité du groupe, ils s'entraidaient, ils se transmettaient des connaissances, mais on n'avait pas encore inventé dans cet état de société commencée la propriété privée qui est née avec l'agriculture. Je ne vais pas développer ce point, mais on pourra y revenir si vous voulez dans le débat tout à l'heure. Donc, un état social sans propriété privée. Et puis le troisième état, c'est effectivement l'état de société juridique organisé, où on a institutionnalisé la propriété, qui est la source pour moi des conflits et même des guerres entre les groupes humains. Alors cet état de nature, j'y reviens, le véritable état de nature, le premier, c'est une hypothèse. J'ai été parfaitement clair,
Je cite ces mots de mon second discours, « Il ne faut pas prendre les recherches dans lesquelles on peut entrer sur ce sujet pour des vérités historiques. » Il ne faut pas prendre cela pour des vérités historiques, mais seulement pour des raisonnements hypothétiques et conditionnels, plus propres à éclaircir la nature des choses qu'à montrer la véritable origine, semblable à ceux que font tous les jours les physiciens sur la formation du monde. Ce petit clin d'œil aux physiciens de mon temps est très important. Ma méthode, c'est celle qu'utilisait Buffon, qu'utilisaient les naturalistes. Ils imaginaient, faute de pouvoir aller observer des choses qui ont disparu et qui sont invérifiables, ils imaginaient des états du monde qui étaient explicatifs, qui leur semblaient rendre raison de ce qu'on observe aujourd'hui. Et quand ils arrivaient à une hypothèse qui éclairait le monde d'aujourd'hui, la nature d'aujourd'hui, eh bien, ils pensaient que cette hypothèse était vraisemblable, mais sans jamais affirmer la vérité de cette hypothèse. C'est exactement comme ça que j'ai pensé. Autre remarque importante, l'état de nature, c'est pas l'âge d'or du tout. C'est ce qu'on m'a reproché. On voit l'âge d'or derrière nous. L'âge d'or n'est pas derrière nous. Il est peut-être devant nous, on peut l'espérer si on est optimiste. En tout cas, il est peut-être définitivement inatteignable. J'ai toujours pensé, en fait, pour la seconde hypothèse. J'aimerais citer ici les mots de la première version de mon contrat social, que j'évoquerai peu, puisque c'est la partie politique de mon œuvre. Cette version non publiée de mon contrat social. Je cite cette phrase, vous allez voir, elle est tout à fait essentielle. « Insensible aux stupides hommes des premiers temps ». L'adjectif stupide est celui que j'ai sans cesse employé, je vous donnerai d'autres formules tout à l'heure. C'est l'adjectif que j'ai toujours utilisé quand j'ai parlé de l'homme à l'état de nature, de l'homme primitif, de l'homme antisocial. Il est stupide. Et donc son sort n'est pas forcément enviable, sauf si on est des amoureux de la stupidité, vous en connaissez peut-être autour de vous, parce qu'ils s'aiment tellement, ces gens-là, qu'ils aiment la stupidité qui leur est consubstantielle. Insensible aux stupides hommes des premiers temps. Échappé aux hommes éclairés des temps postérieurs, l'heureuse vie de l'âge d'or fut toujours un état étranger à la race humaine, ou bien pour l'avoir connue quand elle n'en pouvait jouir, ou pour l'avoir perdu quand elle aurait pu le connaître. Donc, la phrase est un peu alambiquée, mais vous la comprenez, je l'espère. Quand les conditions étaient réunies pour que l'homme vive un certain bonheur, il n'était pas suffisamment développé intellectuellement, émotionnellement pour jouir de ce bonheur. Et quand il a acquis les conditions qui lui auraient permis de jouir de ce bonheur, les conditions avaient disparu. Donc, insensible aux stupides hommes des premiers temps, échappé aux hommes éclairés des temps postérieurs. Donc, si je pose la question très clairement, peut-on parler d'un bonheur de l'homme à l'état de nature, d'un bonheur de l'homme primitif? La réponse est catégoriquement non. Il n'y a de bonheur possible pour les hommes que dans un état de société, pas dans un état de solitude qui condamnerait toutes nos facultés à rester endormis, à rester virtuels. L'homme est un être de culture. Je suis peut-être celui qui a le plus insisté à mon époque sur cette dimension. Un être qui doit tout à la culture dont il hérite. Donc s'il y a eu un jour un bonheur parmi les hommes, c'est dans le second état, dans l'état de société commencé, absolument pas dans le premier. Quand j'ai imaginé l'homme à l'état de nature, comment est-ce que j'ai entrevu cet homme, cet état qui, encore une fois, j'insiste, n'a sans doute jamais existé. Cet homme est seul au monde. Il faut bien qu'il y ait des rencontres, au moins sexuelles, pour que l'espèce continue à exister. M. de la Palisse l'aurait dit, mieux que moi. Mais l'homme est seul au monde. Il n'y a pas de société. Et donc, il est sans pitié, il est sans imagination. C'est ce que je remarque au livre 4 de l'Émile, mon œuvre un peu tardive sur l'éducation. Je cite un extrait de cet Émile. « Si quelque être imparfait pouvait se suffire à lui-même, de quoi jouirait-il selon nous? Il serait seul, il serait misérable. Je ne conçois pas que celui qui n'a besoin de rien puisse aimer quelque chose. Je ne conçois pas que celui qui n'aime rien puisse être heureux. » Les formules sont parfaitement claires. Il ne peut pas y avoir de bonheur dans un état de solitude, dans un état non relationnel de l'homme avec ses semblables. Et c'est ce que j'avais déjà noté dans mon essai sur l'origine des langues. L'essai sur l'origine des langues, malheureusement, je n'ai pas pu le publier de mon vivant. C'est un très beau texte, je vous le recommande.
Je me flatte un peu en disant ça, mais c'est vrai, c'est un beau texte. Et peut-être que vous trouvez dans l'essai sur l'origine des langues une meilleure description de l'état de nature, plus précise, plus approfondie que dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité. Qu'est-ce que j'ai écrit au chapitre 9 de mon essai sur l'origine des langues à propos de ces hommes à l'état de nature? Il au pluriel, ces hommes à l'état de nature. Ils n'étaient liés par aucune idée de fraternité commune. N'ayant aucun arbitre que la force, ils se croyaient ennemis les uns des autres. Un homme abandonné seul sur la surface de la terre, à la merci du genre humain, devait être un animal féroce. Féroce ne veut pas dire méchant. Est-ce que la lionne qui attaque la gazelle est méchante? Bien sûr que non. On est en deçà du bien et du mal. Donc cet homme primitif, cet homme de l'état de nature, il n'a aucun lien, aucune empathie possible avec les autres créatures de son espèce. Il est seul au milieu du genre humain, comme dit Rousseau, il se bat pour sa survie, il est prêt à tuer. C'est-à-dire que j'ai effectivement repris ici les descriptions de Thomas Hobbes, dont j'ai essayé de me démarquer par ailleurs, mais je lui ai beaucoup emprunté, je n'ai pas pu faire autrement. C'est la peur. On a peur de nos semblables parce qu'on ne les a pas reconnus encore comme des semblables. Et donc, on est d'une violence sauvage, sanguinaire, tuer avant d'être tué. C'est ça, la morale, entre guillemets, de l'homme à l'état de nature. Un peu plus loin, dans ce même chapitre de l'essai sur l'origine des langues, voilà ce que j'écris. Celui qui n'a jamais réfléchi, la réflexion, c'est ce retour sur soi de la conscience qui n'apparaîtra que dans l'état de société commencé. Celui qui n'a jamais réfléchi ne peut être ni clément, ni juste, ni pitoyable. Pitoyable, dans le langage du XVIIIe siècle, ça ne veut pas dire qui fait pitié, ça veut dire capable de pitié, capable d'éprouver de la pitié. Donc cet homme qui n'a jamais réfléchi ne peut être ni clément, ni juste, ni pitoyable. Il ne peut pas non plus, et c'est exactement ce que je disais à l'instant, il ne peut pas non plus être méchant et vindicatif. Pour être méchant et vindicatif, il faut avoir une conscience, il faut avoir un sens du bien et du mal que l'homme primitif n'a pas. Celui qui n'imagine rien ne sent que lui-même, il est seul au milieu du genre humain. Donc ce sur quoi j'ai insisté quand j'ai décrit l'homme à l'état de nature, c'est cette solitude, c'est cette absence d'imagination, c'est cette absence de sensibilité à l'égard des autres qui fait de cet état un état qui est tout sauf enviable. Il n'y a rien d'enviable dans cet état, et si jamais cet état avait existé, il faudrait surtout prier de toutes nos forces pour que jamais nous n'y retournions. Voilà ce que je tenais à dire sur cet état de nature. Une petite parenthèse, est-ce que l'homme à l'état de nature crie ou hurle? Oh, il peut crier de peur, il peut crier de terreur, il peut crier... Je crois que l'homme à l'état de nature est revenu derrière nous ce soir. Oui, mais on y reviendra là-dessus, c'est tout à fait possible. On va y revenir là-dessus, c'est intéressant comme idée. La seconde caricature, parce que malheureusement, il n'y en a pas eu qu'une seule, il y en a eu beaucoup d'autres. La seconde, donc, disais-je, caricature dont vous avez été victime, concerne la civilisation et le progrès. On vous présente souvent comme l'ennemi du progrès, ce qui, paradoxal, en plein siècle des Lumières, est apparu comme un véritable crime. Le mot est fort, mais je crois que c'était le cas, en tout cas à votre époque. Il était ressenti ainsi. Comment vous situez-vous par rapport à la thématique du progrès? Alors ça, c'est une question absolument essentielle, et cette seconde caricature, elle est moins violente peut-être que la première, mais elle m'a fait beaucoup plus de tort que la première. Comme vous le dites, on est en plein siècle des Lumières, tout le monde est progressiste, et on a cru que j'étais l'ennemi de ce progrès. Alors je pose une question à notre public. Est-ce que j'affirme dans l'un quelconque de mes écrits que je regrette l'état de nature et que je regrette l'entrée dans la société, dans la civilisation? Je vous mets au défi de trouver cette phrase. Plongez-vous dans mes œuvres complètes, vous ne la trouverez pas parce qu'elle n'existe pas. La réponse est non. Alors en premier lieu, on va décliner un certain nombre d'idées à ce sujet. Je considère que la civilisation est un risque, mais un risque que nous n'avons pas vraiment choisi. Au fond, pour décider, supposons qu'il y ait eu un état de nature, pour décider d'en sortir, il aurait fallu disposer des capacités que nous a apportées
la civilisation, précisément, vous voyez le cercle vicieux dans lequel nous nous trouvons. Nous n'avons pas choisi la civilisation. C'est pour ça que j'imagine des tremblements de terre, des catastrophes naturelles qui nous ont obligés à nous regrouper pour former les premières sociétés. Nous n'avons pas choisi. On n'a pas choisi grand-chose, en définitive. On n'a pas choisi la civilisation, on n'a pas choisi non plus la conscience. Et je sais que souvent, les personnes à qui on s'adresse sont troublées quand on dit ça, mais on n'a pas choisi la conscience, parce que pour choisir la conscience, il aurait fallu être conscient avant d'être conscient. Il aurait fallu être conscient pour choisir la conscience, or on n'était pas conscient avant d'avoir la conscience, donc on n'a pas choisi la conscience pour être conscient. Bien. Donc on n'a pas choisi la conscience. On est embarqué. On est embarqué, on peut employer le terme pascalien. Jean Starobinski, toujours lui, je le cite parce que c'est un des commentateurs qui a le mieux décrit mon œuvre. Jean Starobinski parle d'un système de disculpation à propos de mon œuvre. Au fond, je n'arrête pas de dire que les hommes ne sont pas responsables vraiment de ce qui leur arrive. Selon Starobinski, je ne cesse de disculper l'homme, et ce n'est pas tout à fait inexact comme affirmation. Donc, on n'a pas choisi. C'est un risque que nous n'avons pas vraiment choisi. Deuxièmement, c'est un risque nécessaire. Aucun retour en arrière n'est possible, je n'ai cessé de le répéter. Si l'on élimine les côtés négatifs de la vie sociale, ils sont nombreux, bien entendu, il ne s'agit pas de les gommer, mais si on élimine les côtés négatifs de la vie sociale, je cite le contrat social, phrase essentielle, il faudrait bénir, le terme est fort, l'instant heureux qu'il en arracha pour jamais, c'est-à-dire à l'état de nature, et qui d'un animal stupide, vous voyez, la stupidité on la retrouve, j'en parlais tout à l'heure, qui d'un animal stupide et borné fit un être intelligent et un homme. Il faudrait bénir sans cesse cet instant heureux, le bénir absolument. Malheureusement, on ne peut pas le bénir absolument. Pourquoi? Parce que l'état de société a apporté aussi toute une série de tares, de catastrophes, de violences que nous connaissons tous. Donc c'est un risque nécessaire. Une fois apparue la civilisation, le renoncement à l'éducation, au progrès serait désastreux, nous ramènerait à un état inférieur, à l'état animal. Je l'affirme dans Émile en particulier. Je me cite beaucoup ce soir, mais c'est pour vous aider à comprendre ma pensée. Dans l'état où sont désormais les choses, un homme abandonné dès sa naissance à lui-même parmi les autres serait le plus défiguré de tous. Les préjugés, l'autorité, la nécessité, l'exemple, toutes les institutions sociales dans lesquelles nous nous trouvons submergés étoufferaient en lui la nature. Donc, protéger de la société en ne lui donnant aucune éducation à un individu, c'est le ramener en deçà de l'animal. Est-ce que c'est pas là une magnifique anticipation de ce que votre homme politique, Jean-Pierre Chevènement, avait dénommé les sauvageons en 1999? Je vous laisse réfléchir à la question. Troisième remarque, la civilisation est un risque dont l'issue est incertaine. Personne ne peut dire où nous conduira l'état de société, l'état de civilisation. Toutes les facultés, ça c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup, qui est peut-être la plus originale de ma philosophie et qui effectivement contraste avec les philosophes des Lumières qui sont des progressistes radicaux. Toutes les facultés qui vont se développer dans l'état civil sont indéterminées. Elles pourront aussi bien être utilisées en vue du bonheur de l'homme qu'en vue de son malheur. Elles pourront aussi bien être utilisées de façon égoïste, en vertu de ce que j'ai appelé notre amour-propre, un sentiment catastrophique pour moi, que de façon altruiste. J'ai souvent développé l'exemple de l'imagination. C'est un exemple privilégié dans ma philosophie. C'est la faculté fondamentale qui nous distingue des bêtes. C'est la source de nos progrès. Mais l'imagination peut engendrer aussi bien la compassion que le sadisme. Je rappelle ici ces mots de Émile, mon ouvrage Émile. Sitôt que ces facultés virtuelles se mettent en action, l'imagination, la plus active de toutes, s'éveille et les devance. C'est l'imagination qui étend pour nous la mesure des possibles, soit en bien, soit en mal, soit en bien, soit en mal, et qui par conséquent excite
et nourrit les désirs et l'espoir de la satisfaire. Effectivement, cette imagination peut permettre de se mettre à la place de l'autre de façon altruiste, mais il faut aussi beaucoup d'imagination pour téléphoner à 3 heures du matin à son ennemi en prenant une voix grave et en faisant croire qu'on va lui couper la gorge. Il faut beaucoup d'imagination pour ça, non? Donc l'imagination permet à la fois la bienveillance et le sadisme. Les deux usages sont possibles. À l'inverse, l'homme primitif, je l'ai déjà dit, j'y reviens, est sans imagination, donc sans désir. Il vit dans l'instant, il est prisonnier du présent. Quatrième et dernière remarque à ce sujet. La mesure des bienfaits de l'état social ne peut pas être une mesure purement quantitative. Même si l'homme, qui peut accomplir le mal, ce que ne peuvent pas les animaux, un animal ne peut pas accomplir le mal, puisqu'il est dans l'innocence, en deçà du bien et du mal. Même si l'homme peut accomplir le mal, même si l'homme tombe souvent en dessous des animaux, on en est tous malheureusement certains, il peut aussi les surpasser infiniment, et une seule grande réussite humaine compense au fond tous les échecs. C'est ce que j'ai écrit dans des fragments qui malheureusement n'ont pas été publiés. Je cite cette phrase de mes fragments non publiés. « La vertu d'un seul homme de bien ennoblit davantage la race humaine que tous les crimes des méchants ne peuvent la dégrader. Un seul acte exceptionnel de bravoure, d'héroïsme, d'altruisme enrichit davantage l'humanité que tous les crimes accumulés de tous les salopards qui existent à la surface de la Terre. » Alors on trouvera de nombreuses reprises de cette idée chez Emmanuel Kant. Kant qui a été l'un de mes grands admirateurs, on pourra peut-être en parler dans le débat. Voilà donc ces points différents, je crois, très importants sur l'imagination et l'ambivalence au fond de nos facultés. Chacune de nos facultés émotionnelles, intellectuelles, peut amener du bien et du bonheur dans l'humanité, peut amener du sadisme, de la violence et de la catastrophe. Nous sommes dans cette ambivalence permanente que je signale, et c'est pour ça qu'on en a beaucoup voulu. Il était inconvenant de signaler une telle ambivalence en plein siècle des Lumières. Alors, juste pour conforter et illustrer votre propos, mon cher Rousseau, plus près de nous, à notre époque, un contemporain connu aussi et très apprécié de façon internationale même, M. Aznavour a écrit dans l'une de ses chansons, notamment quand vous évoquiez le bien et le mal, mais surtout le mal, il disait « ce que l'homme fait à l'homme, l'animal ne le fait pas ». Donc en fait, c'était... En deçà du bien et du mal. Tout à fait, voilà. Une autre question, si vous me permettez. Bien entendu. Pourriez-vous... Tout vous est permis. Alors je vais peut-être en profiter un petit peu ce soir. En plus, on est filmé, donc je pourrais le regarder à loisir. Pourriez-vous nous proposer une synthèse, une vraie synthèse, de ce que vous venez de développer? Êtes-vous, oui ou non, l'adversaire du progrès? Alors, c'est très simple pour moi de répondre à cette question. Non seulement je ne suis pas l'ennemi du progrès, je suis le premier philosophe. Je mets au défi les participants à cette soirée de montrer le contraire. Je suis le premier philosophe qui a vu dans le progrès la marque, la spécificité de l'homme. Ce qui nous distingue des animaux, des autres espèces vivantes, ce n'est pas la raison. Les animaux sont souvent bien plus raisonnables que nous, hein. Ils ne font pas les erreurs et les monstruosités que nous commettons. Donc c'est pas la raison, Aristote s'est trompé. L'homme, c'est pas l'animal qui possède la raison, c'est l'animal le plus déraisonnable. Hein. Bon. Un chercheur avait qualifié l'homme de Homo sapiens demens. Hein. Pas sapiens, sapiens demens. L'homme sage et fou. Il est les deux, bien entendu. Personne n'a dit ça aussi, dira ça au XXe siècle. Donc, ce qui nous distingue, ce n'est pas la raison, c'est notre caractère historique. Nous devons tout à l'éducation et nous sommes dans une évolution permanente. Alors j'ai même forgé, non seulement je ne suis pas l'ennemi du progrès, cher Valérie, mais j'ai même créé un néologisme, un des rares néologismes que vous pouvez lire dans mon œuvre. Ce néologisme, c'est le mot perfectibilité. Je suis le créateur du mot perfectibilité. Et je me cite une fois encore. Il y a une qualité très spécifique qui distingue l'homme de l'animal, sur laquelle il ne peut y avoir aucune contestation. C'est la faculté de se perfectionner.
faculté qui, à l'aide des circonstances, développe toutes les autres et réside parmi nous, tant dans l'espèce que dans l'individu. Au lieu qu'un animal est au bout de quelques mois ce qu'il sera toute sa vie, et que son espèce de 1000 ans sera ce qu'elle était la première année de ces 1000 ans. Donc voilà ce qui nous distingue, c'est que nous sommes dans une évolution, dans une transformation, que grâce au langage et à la vie sociale, nous transmettons des connaissances, des informations de génération en génération. Chaque génération démarre sur une marche de l'escalier un peu plus élevée que la précédente. Donc ce mot de perfectibilité, il démontre à l'évidence que je ne suis pas l'ennemi du progrès. Je suis à l'origine des philosophies de l'histoire qui viendront après moi, Kant et Hegel en particulier, et je sais que une prochaine agora serait consacrée ici à Hegel. Simplement, j'ai mesuré, j'ai perçu mieux que tous mes contemporains l'ambivalence de cette perfectibilité qui rend indéterminé notre avenir. C'est ce que j'affirme dans le second discours. Pourquoi l'homme est-il sujet à devenir imbécile? Il suffit de regarder autour de soi pour en être profondément convaincu. N'est-ce pas parce qu'il retourne ainsi dans son état primitif? Et que tandis que la bête, qui n'a rien acquis, n'a rien non plus à perdre, elle reste toujours avec son instinct, l'homme, reperdant par la vieillesse ou d'autres accidents tout ce que sa perfectibilité lui avait fait acquérir, retombe ainsi plus bas que la bête elle-même. En voyageant dans le temps, ce que je fais régulièrement, j'ai découvert deux belles confirmations de cette thèse. La première au XIXe siècle. Vous savez qu'au XIXe siècle, on s'est passionné pour les enfants sauvages, tels que Victor de l'Aveyron. Votre cinéaste Truffaut a consacré un beau film. Les enfants sauvages sont en effet des enfants sans éducation et on peut penser qu'ils sont en dessous, d'une certaine manière, de l'animal lui-même. Et puis, au XXe siècle, on a une confirmation magnifique. Je sais que Philippe Granarolo est l'ami de Boris Cyrulnik et qu'il a souvent entendu Boris Cyrulnik raconter ce qu'il a observé dans les orphelinats roumains. À la chute de Ceausescu, les chercheurs du monde entier se sont précipités, on va dire que c'est pas très moral, mais enfin, il faut faire avancer la science. Ils se sont précipités dans les orphelinats de Roumanie, ces horribles lieux qui étaient des endroits où on stockait des enfants sans leur donner aucune éducation. On les nourrissait, certes, hein, mais on ne s'occupait absolument pas d'eux. Et Cyrulnik raconte une expérience qui a été faite à l'époque dans les orphelinats roumains, qui est la suivante. Si vous mettez de la confiture, belle confiture rouge, fraises, framboises, sur l'oreille d'un primate, d'un chimpanzé ou d'un gorille, et que vous l'amenez devant une glace, le chimpanzé ou le gorille va commencer par lécher la glace, vous auriez fait pareil, et au bout de quelques secondes à peine, il a compris que la glace était sur son oreille, parce qu'il s'est reconnu dans le miroir, il va passer la main sur son oreille et il va bouffer la framboise. Eh bien, les orphelins roumains, quand on leur mettait de la confiture sur l'oreille, 3 mois après, ils continuaient à lécher le miroir. C'est tragique, hein? Moi je pleure quand j'entends Cyrulnik raconter ça. Donc nous sommes des sous-singes. Nous sommes des sous-singes. Nous n'avons même pas ces réflexes ou ces reconnaissances dont les singes sont capables. Sans éducation, l'homme est un sous-singe. Voilà ce que je n'ai cessé de répéter et qui est confirmé dans votre XXe siècle. Voilà, cher Valérie. Je constate que M. Granarolo a beaucoup d'amis, et non des moindres. Très intéressant. Jean Cocteau, d'ailleurs, disait à propos du progrès, mais il faisait une distinction entre le progrès et le changement. Il disait que le changement, il fallait faire attention, c'était peut-être aussi l'évolution d'une erreur. Ce qui m'arrive parfois de dire au bureau. Presque la même idée. Bon, ce n'est pas très bien accueilli, mais tant pis. Je dis c'était Cocteau, hein, c'est pas moi. Hein, la question qui me vient maintenant à l'esprit, venons-en à la caricature qui reste encore une caricature. Mais celle-là est très prégnante dans l'esprit de nos contemporains. Permettez-moi, hein, et veuillez m'excuser de cette question, mais vous seriez un misanthrope atteint d'un complexe, voire d'un véritable délire de persécution, presque de la paranoïa. Qu'en est-il exactement? Ne vous vexez pas, hein, non, c'est une question. Je suis vacciné contre tout ça.
Oui, on a parlé de paranoïa. Alors, je ne conteste pas qu'à la fin de ma vie, après avoir subi toutes ces attaques, ces caricatures, ces monstruosités finalement dont j'ai été victime, j'ai pu flirter avec la paranoïa. Je ne conteste pas cela. Ce que je conteste, c'est que j'aurais été atteint d'un délire de persécution tout au long de mon existence. Or, j'affirme de la façon la plus catégorique que j'ai réellement été persécuté. J'ai réellement été persécuté. J'ai vraiment été attaqué, j'ai vraiment été méprisé, j'ai vraiment été calomnié par la plupart des penseurs du XVIIIe siècle, par la majorité des aristocrates et des bourgeois de mon époque, Voltaire, Hume, Diderot et j'en passe. Au premier chef, Voltaire, bien sûr, qui est le prince des intellectuels de mon époque. Quand Voltaire écrit, le grand intellectuel de l'époque, quand Voltaire écrit « Monsieur Rousseau, il me prend envie de marcher à quatre pattes quand je lis vos ouvrages », il n'est pas nécessaire d'être parano ou atteint d'un délire de persécution pour se sentir attaqué et méprisé. Et quand on pense au succès qu'a eu cette formule de Voltaire, que tout le monde a répété, il me prend envie, Monsieur Rousseau, de marcher à quatre pattes quand je vous lis. Eh bien, on comprend qu'il n'y a pas de paranoïa du tout. Alors c'est d'autant plus pervers, cette attaque de Voltaire, que j'avais pris les devants, puisque précisément, c'est dans le second discours, dans une petite note, mais peut-être que Voltaire n'a pas pris la peine de lire cette petite note, ou qu'il a fait semblant de l'avoir oubliée. C'est la note I qui est tout à fait transparente. La note I de mon second discours est la suivante. Quoi donc? Faut-il détruire les sociétés? Anéantir le tien et le mien? Et retourner vivre dans les forêts avec les ours? Conséquence à la manière de mes adversaires, que j'aime autant prévenir que de leur laisser la honte de la tirer. La honte. Je décris comme une honte ceux qui oseront développer un discours dessus. Donc effectivement, j'ai été attaqué très très violemment, c'est pas de la paranoïa, j'ai même été très directement menacé. Citons encore le grand Voltaire, dans une lettre à Tronchin du 22 janvier 1765, voilà ce qu'écrit le grand Voltaire. Il faut lui apprendre, lui c'est moi, Rousseau, que si l'on châtie légèrement un romancier impie, on punit capitalement un vil séditieux. Capitalement. C'est-à-dire par la peine capitale. Hein, c'est ça, capitalement. C'est pas un petit adverbe anodin. On punit capitalement, c'est-à-dire on punit par la mort un séditieux. Alors je vous pose cette question. Qui est cet agnostique, Voltaire, qui parle d'impiété? Qui est ce prince de la tolérance qui parle de peine capitale? Qui est ce libre penseur qui parle de subversion? Je suis conscient que par ces questions, je fais peut-être un peu de peine aux amis de Voltaire qui sont parmi vous. C'est l'homme de la nouvelle religion qui a pour nom le progrès et pour prénom le capitalisme naissant. C'est l'homme qui écrit « Un État bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. » Pour Voltaire et ses contemporains, ma philosophie, je cite encore Voltaire, c'est la philosophie d'un gueux. C'était la mode, le mot gueux, j'ai appris ça récemment. La philosophie d'un gueux qui veut que les riches soient dépouillés par les pauvres. Alors, dans la nature, j'ai trouvé des compensations. Je n'ai jamais cessé d'écrire que le seul bonheur, c'est le bonheur au sein de la communauté. Je cite mes rêveries du promeneur solitaire. Un infortuné, c'est moi l'infortuné, qu'on a retranché de la société humaine et qui ne peut plus rien faire d'ici-bas d'utile et de bon pour autrui ni pour soi, peut trouver dans cet état, l'état de solitude, l'état d'isolement, à toutes les félicités humaines des dédommagements que la fortune ni les hommes ne lui sauraient ôter. Donc la nature, c'est l'ultime recours d'un homme qu'on a privé de tout lien social
c'est un piètre bonheur. Le seul vrai bonheur, c'est le bonheur social, c'est le bonheur de la fête. Je l'écris aussi dans mes rêveries du promeneur solitaire. Est-il une jouissance plus douce que de voir un peuple entier se livrer à la joie un jour de fête et tous les cœurs s'épanouir au rayon suprême du plaisir qui passe rapidement mais vivement à travers les nuages de la vie. Voilà, chère Valérie, je crois de quoi répondre définitivement à votre interrogation. C'était presque poétique la fin, très émouvant. Je pense être... J'ai eu un passage où j'ai cru que nous étions en campagne, mais j'ai plus apprécié la fin. Alors même si, et merci pour votre réponse très claire en tout cas. Donc vous n'êtes pas paranoïaque, vous nous rassurez. Mais vous avez été une vraie victime en tout cas. Même si l'on accepte ces arguments dénonçant les caricatures dont vous avez été victime, ne peut-on pas s'inquiéter du fait que vous semblez être un ennemi de la raison? Est-ce que vous pourriez développer les derniers mots surtout, être l'ennemi de la raison, s'il vous plaît? On a voulu voir chez moi une méfiance à l'égard de la raison, une méfiance qui annoncerait le romantisme, les excès du romantisme. En fait, je dis une seule chose sur la raison. La raison, c'est une merveilleuse faculté, mais d'une part, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on peut la mettre au service du pire. Notre XXe siècle l'a malheureusement démontré. Et d'autre part, la raison ne peut pas lier les hommes, elle pourrait plutôt les replier les uns sur les autres. Je vais vous lire une dizaine de lignes. Je suis obligé de vous les lire parce que je pense qu'elles sont peut-être les lignes qui ont été le plus à l'origine de mes malheurs. C'est dans le second discours. Vous allez voir que c'est évidemment un peu violent. C'est la raison qui engendre l'amour-propre. C'est la réflexion qui le fortifie. C'est elle qui replie l'homme sur lui-même. C'est elle qui le sépare de tout ce qui le gêne et qui l'afflige. C'est la philosophie qui l'isole. C'est par elle qu'il dit en secret à l'aspect d'un homme souffrant « Péris si tu veux, moi je suis en sûreté ». Il n'y a plus que les dangers de la société entière qui troublent le sommeil tranquille du philosophe, qui l'arrache de son lit. On peut impunément égorger son semblable sous sa fenêtre. Il n'a qu'à mettre ses mains sur ses oreilles et s'argumenter un peu pour empêcher la nature qui se révolte en lui de l'identifier. L'identification avec celui qu'on assassine. L'homme sauvage n'a point cet admirable talent. Faute de sagesse et de raison, on le voit toujours se livrer étourdiment, plein d'ironie évidemment cet adverbe, on le voit toujours se livrer étourdiment au premier sentiment de l'humanité. Et cette dernière phrase, dont j'ai la conviction qu'elle a été la source véritable de mes problèmes. Dans les émeutes, dans les querelles des rues, la populace s'assemble, l'homme prudent s'éloigne. C'est la canaille, ce sont les femmes des halles qui séparent les combattants et qui empêchent les honnêtes gens de s'entr'égorger. Très fort comme formule. Je me lance des fleurs, mais reconnaissez que c'est quand même une formule assez forte. C'est troublant parce que ma mamie me disait, Dieu sait si les mamies ont souvent raison, sans nous lancer de fleurs, elle me disait, Valérie, méfie-toi de l'esprit de foule, c'est toujours le plus petit esprit qui domine. Elle a dû vous connaître, peut-être. Je ne pense pas, mais allez savoir. Les mamies après sont éternelles. Merci en tout cas pour cette précision. Et très actuelle, je trouve. Finalement, nous sommes vraiment... On va aller de plus en plus vers l'actualité dans les minutes qui nous restent, vous allez le voir. Alors Roger, je suis en même temps, je pense comme notre public, étonné. Étiez-vous devin? En tout cas, je constate, et vous également, que c'est encore très contemporain. Et d'ailleurs, je me permets encore quelques questions pour avancer, et pour voir jusqu'où l'on peut aller dans vos écrits, vos réflexions. Parce que nous sommes vraiment très intéressés ce soir, mon cher Rousseau. N'est-il pas cependant exact que vous accordez malgré tout un privilège excessif, pardonnez-moi pour ce mot, mais c'est ainsi que je pose ma question, donc un privilège excessif à nos émotions, à la sensibilité? Alors ça aussi, c'est quelque chose qui m'a été beaucoup reproché. Encore une fois, les meilleurs commentateurs de mon œuvre ont refusé l'idée que j'étais un pré-romantique. Je ne suis pas un pré-romantique. Je constate seulement une chose.
La raison ne peut pas nous mettre en mouvement. Elle ne peut pas nous mettre en mouvement. C'est le désir qui nous conduit, ce n'est pas la raison. Et je le dis parfaitement dans mon second discours. Quoi qu'en disent les moralistes, l'entendement humain doit beaucoup aux passions qui, d'un commun aveu, lui doivent beaucoup aussi. C'est par notre activité que la raison se perfectionne. Nous ne cherchons à connaître que parce que nous désirons de jouir. Et il n'est pas possible de concevoir pourquoi celui qui n'aurait ni désir ni crainte se donnerait la peine de raisonner. Autrement dit, l'affirmation est très simple. Un être purement raisonnable ne se servirait pas de sa raison. Je me sers de ma raison pour atteindre le bonheur, pour atteindre des objectifs fixés par ma sensibilité. Et donc, j'ai creusé cette idée dans beaucoup de mes textes et on va peut-être y revenir. Vous nous demanderiez donc de nous fier à nos émotions, si j'ai bien compris. Faut-il pour autant considérer nos émotions comme des guides qui doivent orienter nos existences, d'une part, et leur accorder ce rôle, n'est-ce pas un peu, voire tout à fait dangereux? Alors, ça peut être dangereux, comme tout est ambivalent, je l'ai suffisamment répété ce soir, et en même temps, seules les émotions peuvent nous servir de guide. Encore une fois, je répète mon affirmation, la raison seule nous rendrait incapables d'agir. Dès notre enfance, qu'est-ce qui nous guide au fond? Ce sont nos sensations, agréables ou désagréables. Nous allons vers ce qui est agréable, nous fuyons ce qui est désagréable. Cette conviction, je la reprends dans Émile, je cite à nouveau l'une de mes formules, nous naissons sensibles. Sitôt que nous avons, pour ainsi dire, la conscience de nos sensations, nous sommes disposés à rechercher ou à fuir les objets qui les produisent. Donc nous avons une sorte de boussole naturelle que la société, évidemment, peut altérer dans notre sensibilité, dans nos émotions. Après moi, Kant accordera une dimension positive, créatrice à nos émotions, mais il réservera ça à l'art, au domaine de l'esthétique. Alors ces thèses n'annoncent pas le romantisme, contrairement à ce qui est répété par certains. Il y a au XXe siècle un philosophe, j'ai appris qu'il avait été le professeur de Philippe Granarolo à Nice, il y a eu un philosophe qui s'appelait Éric Weil. Éric Weil posait cette question à ses étudiants. Si l'on demande à un mathématicien pourquoi il est devenu mathématicien, il ne répondra pas par un système d'équations. Il évoquera le goût qu'il avait dès son plus jeune âge pour les mathématiques. Il évoquera le plaisir qu'il avait à pratiquer cette discipline. Autant de réponses qui sont liées aux émotions et pas du tout à la raison. Quant à Hegel, qui sera, je le sais, au cœur de la prochaine Agora, tout le monde le reconnaît comme un des philosophes les plus rationalistes de tous les temps, et pourtant Hegel reprendra tout à fait cette idée, puisqu'il dira, dans sa philosophie de l'histoire, rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Donc, un ennemi du romantisme comme Hegel affirme cette idée, on ne l'a pas qualifié de romantisme, c'est le plus grand ennemi du romantisme qu'on puisse imaginer. Donc, je ne suis pas un pré-romantique et je dis simplement que ce sont nos émotions, ce sont nos plaisirs qui nous guident et que la raison est un instrument qui va se mettre au service de nos goûts, de nos émotions, de nos sensibilités. Je ne dis rien d'autre que cela. Eh bien, il me vient à l'esprit quelqu'un que tout le monde connaît, qui a disparu depuis fort longtemps, mais qui peut-être aurait dû vous lire de façon un peu plus... de façon plus minutieuse. Je veux parler de Napoléon, qui disait qu'on ne gouverne pas par le cœur, mais par la raison. Voilà. Oui, mais il était corse. Ah. Pour ça, on développera lors d'une prochaine Agora. Pour en terminer avec la sensibilité, Dieu sait s'il y aurait encore beaucoup à dire, qui est au cœur de votre philosophie, ce que vous avez écrit à propos de la pitié a peut-être été mal compris, j'en suis presque certaine. Qu'entendre exactement par pitié et pourquoi en faites-vous finalement l'apologie? Alors ça, c'est tout à fait important et c'est vrai que là aussi, j'ai été mal compris, mais peut-être un peu par ma faute. Au fond, le mot pitié que j'utilise dans Émile, vous avez une vingtaine de pages dans Émile sur la pitié qui ont été très mal lues, au fond, par la plupart de ceux qui se sont penchés sur mon œuvre. Le mot pitié, c'est un mauvais choix de ma part, je l'avoue. J'aurais dû employer le mot compassion. J'aurais dû employer le mot empathie, mais il était totalement inconnu à mon époque.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Que, comme toutes nos facultés, la pitié, elle est moralement neutre. Le fait de s'intéresser à ce que l'autre ressent, si vous voulez. S'intéresser au ressenti de mes semblables, ça peut être aussi bien pour lui venir en aide que pour jouir de sa souffrance. On retrouve l'ambivalence tout à l'heure. Au fond, mon analyse de la pitié, elle est plus proche des analyses que fait un penseur très froid comme La Rochefoucauld au XVIIe siècle que des poètes romantiques. Au fond, je vois dans la pitié, je dirais, un bon égoïsme. Je vous cite un texte d'une dizaine de lignes de Émile dans lequel j'ai tout dit sur le sujet. Si le premier spectacle qui frappe l'homme qui est pris par la pitié et la compassion, est un objet de tristesse, le premier retour sur lui-même est un sentiment de plaisir. En voyant de combien de maux il est exempt, il se sent plus heureux qu'il ne pensait l'être. Il partage les peines de ses semblables, mais ce partage est volontaire et doux. Il jouit à la fois de la pitié qu'il a pour leurs maux et du bonheur qu'il en exempte. Il se sent dans cet état de force qui nous étend au-delà de nous, nous fait porter ailleurs l'activité superflue à notre bien-être. Et cette phrase clé, pour plaindre le mal d'autrui, sans doute faut-il le connaître, mais il ne faut pas le sentir. Il ne faut pas le sentir. Si je suis submergé par la douleur de l'autre, je suis incapable de venir, je ne vais m'intéresser qu'à ma propre douleur provoquée par cette douleur de l'autre. Quand on a souffert ou qu'on craint de souffrir, on plaint ceux qui souffrent, mais tandis qu'on souffre, on ne plaint que soi-même. Si tous étant assujettis aux misères de la vie, nul n'accorde aux autres que la sensibilité dont il n'a pas actuellement besoin pour lui-même, il s'ensuit que la commisération, là c'est peut-être un meilleur mot, j'aurais dû l'employer davantage, il s'ensuit que la commisération doit être un sentiment très doux, puisqu'elle dépose en notre faveur, et qu'au contraire un homme dur est toujours malheureux, puisque l'état de son cœur ne lui laisse aucune sensibilité surabondante qu'il puisse accorder aux peines d'autrui. Donc vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire que l'homme qui est capable de compassion, qui est capable, comme je l'ai dit, de commisération, il est dans une certaine ambivalence, il participe au fond à la souffrance d'autrui, mais sans la ressentir lui-même. Si un jour vous êtes dans la souffrance, je vous souhaite d'être entouré de personnes que votre souffrance ne fera pas exagérément souffrir. Sinon, ces personnes ne seront d'aucun secours pour vous. Il faut que celui qui entre en commisération éprouve à la fois de l'empathie, c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui, et en même temps une sorte de plaisir à l'idée que moi, je ne ressens pas cette souffrance, je ne suis pas atteint par ce malheur. Et c'est pas scandaleux, Rousseau a le mérite de dire, être heureux de ne pas souffrir quand les autres souffrent, c'est pas scandaleux du tout. C'est au contraire ce qui va me permettre de venir à leur secours et de les aider. Imaginez que nous soyons tous submergés. Je sais qu'il y a eu beaucoup de littérature qu'on a appelée science-fiction au XXe siècle. Et moi qui voyage dans le temps, je me souviens d'avoir lu une petite nouvelle de science-fiction qui m'avait beaucoup marqué. Elle racontait une humanité qui, dans un avenir proche, était submergée par la commisération. Tout d'un coup, du jour au lendemain, tous les habitants de la planète ressentaient la faim des petits-enfants qui meurent de faim, la souffrance des hommes qui vivent dans un état de violence et de guerre, etc. etc. L'humanité sombrait et disparaissait. Si nous étions tous submergés par la douleur des hommes, et elle est grande la douleur des hommes sur notre planète, nous serions incapables d'agir et de réagir en particulier. Donc Rousseau est très remarquable sur ce plan-là et très loin des caricatures que l'on a fait sur la sensibilité. J'éprouve encore une fois à la fois de la sympathie et de la commisération, parce que j'imagine la douleur de l'autre, je ne la ressens pas. Heureusement, le monde est bien fait, nous ne ressentons pas ce que l'autre ressent, nous l'imaginons. Nous sommes d'une certaine manière dans notre bulle, chacun d'entre nous. Mais nous pouvons imaginer et nous intéresser, c'est ça la commisération, à la souffrance de l'autre, et parce que nous n'éprouvons pas nous-mêmes cette souffrance, nous pouvons l'aider, nous pouvons le secourir, nous pouvons lui venir en aide. Voilà ce que j'ai voulu dire à propos de cette pitié si mal comprise dans ma philosophie.
En tout cas, à notre époque, nous vous comprenons. Ben, je l'espère. J'ai essayé ce soir. Je pense que vous y avez réussi. Nous le verrons tout à l'heure. En tout Les cas, auditeurs le diront. Tout au long de cette séance, j'ai mis en exergue l'actualité de votre pensée. Alors, pouvez-vous mettre une dernière fois en évidence cette actualité qui n'est pas là, comme on l'a dit, depuis presque le début, j'allais dire, très heureuse. Alors, vous me demandez de me définir moi-même, c'est difficile, c'est vrai que je me suis beaucoup cité, c'était dans l'unique but de faire comprendre ma philosophie, mais je vais tenter l'exercice, puisque vous m'y invitez, ma chère Valérie. Alors, qui suis-je, moi, Jean-Jacques? Je dirais que je suis un philosophe du progrès, conscient des dangers de la civilisation. Je suis un penseur rationaliste, conscient des limites de la raison. Je suis un penseur écologiste, c'est vrai que je n'ai peut-être pas développé suffisamment cette dimension, on pourra le faire dans nos échanges, dans quelques instants. Je suis un penseur écologiste, sensible à notre immersion au sein d'une nature à laquelle nous devons tout et qui nous dépasse infiniment. Et je crois que les hommes du début du XXIe siècle, on en aura la preuve tout à l'heure peut-être, ou au contraire un démenti, je crois que les hommes du début du XXIe siècle sont enfin capables de me voir tel que je suis, moi, Jean-Jacques Rousseau, comme un philosophe infiniment plus lucide que mes contemporains, les philosophes des Lumières, dont la religion du progrès a sans doute contribué aux catastrophes idéologiques du XXe siècle. Vous avez au XXe siècle une grande philosophe que j'admire beaucoup, moi qui voyage dans le temps, j'ai eu la chance de pouvoir la lire. Elle s'appelle Hannah Arendt. Vous avez tous entendu son nom. Elle a dû fuir l'Allemagne nazie parce qu'elle était d'origine juive. Et elle a exprimé magnifiquement cette idée dans une phrase que je vous livre. Je vous en fais cadeau de cette phrase. Vous pouvez la citer dans les dîners en ville. Je vous garantis qu'elle fait un effet puff. Cette phrase est la suivante. Il est contraire à la dignité de l'homme de croire au progrès. Je la relis. Il est contraire à la dignité de l'homme de croire au progrès. Je n'ai pas cru au progrès, au sens religieux du verbe croire. J'ai cru en revanche à la dignité de l'homme. Et parce que j'ai cru en la dignité de l'homme, je suis aussi le philosophe de la République, je suis le philosophe des droits de l'homme. Peut-être aurais-vous à cœur de le montrer dans une future séance qui sera consacrée sur cette esplanade à ma philosophie politique. Je pense être en avance sur mon époque. J'ai perçu avec une grande prémonition, je ne suis pas prophète du tout, j'ai repéré des tendances, j'ai travaillé un peu comme un futurologue, en cela je ne suis pas très loin de Nietzsche, dont il a été question l'an dernier. J'ai perçu avec une grande prémonition les menaces qui pèsent sur la civilisation, ces menaces qui sont devenues transparentes après ma disparition, dans les 2 siècles qui ont suivi, menaces écologiques évidentes aujourd'hui, risques concernant la santé, accentuation de l'égoïsme, retour à la sauvagerie, et j'en passe. Mais à aucun moment je n'ai été l'adepte d'une régression, à aucun moment je n'ai été l'adepte d'un quelconque retour en arrière vers on ne sait quel paradis perdu. En cela, et je vais me lancer des fleurs une dernière fois, j'espère que vous me le pardonnerez, j'ai la prétention d'être l'un des meilleurs coachs dont vous puissiez rêver. Merci de m'avoir écouté avec autant d'attention.